Caramel. 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 Mou. Caramel. Caramel. Mou. C'est pas pour me vanter, mais j'ai un téléphone. Oui, j'ai un téléphone. Je viens même de le changer. Donc, j'ai un nouveau téléphone. Du coup, j'en ai profité pour passer quelques coups de fil cet après-midi, histoire de voir comment les salles toulousaines se dépatouillaient des nouvelles consignes gouvernementales instaurant un couvre-feu sur 8 agglomérations hexagonales, dont Toulouse. Il y a celles qui ont pris la décision d'arrêter la musique, comme l'Impro ou le Ravelin, des bars qui étaient aussi des bars musicaux. Entre parenthèses, les bars qui avaient été fermés mardi par décision préfectorale sont autorisés de nouveau à réouvrir depuis cet après-midi. Le tribunal administratif de Toulouse ayant invalidé la décision préfectorale, le temps que la préfecture fasse opposition de cette décision. Peut-être que les bars vont pouvoir ouvrir pendant encore 3 ou 4 jours. Mais revenons un peu à ces salles toulousaines empêtrées dans ces nouvelles consignes gouvernementales. Je disais donc que certaines avaient pris la décision de tout arrêter et d'arrêter la musique, comme l'Impro ou le Ravelin. D'autres n'ouvriront pas avant l'année prochaine, mais organiseront des résidences d'artistes dans le lieu, comme le Taquin. Les horaires de leur spectacle. Par exemple, à partir de la semaine prochaine, tous les concerts du Bijou commenceront à 19h. Le restaurant restera ouvert également à partir de 19h. Les spectacles de la cave Poésie seront eux aussi décalés à 19h. Une matinée supplémentaire sera organisée le dimanche à 16h. Au théâtre du Grand Rond, les apéros-concerts deviendront des goûters-concerts avec départ à 17h du goûter afin de permettre au spectacle du soir dans la grande salle de pouvoir commencer à 19h. Les cinémas, la cinémathèque sont en train de revoir leur grille, les théâtres également, les restos se posent des questions. Pour résumer, de tendance, l'adaptation pour certains, la fermeture pour d'autres, le bordel pour tous. Le détricotage sans fin de tout un secteur étroitement lié à la vitalité sociale dans l'Hexagone se poursuit donc alors qu'aucun cluster, rappelons-le, n'a jamais été identifié dans aucune de ces structures. Et ce n'est pas fini. Un de mes interlocuteurs de cet après-midi me disait que l'interdiction des concerts debout irait sans doute jusqu'au mois d'avril. Alors oui, le chômage partiel est reconduit. Alors oui, certaines structures pourront prétendre à une aide de 10 000 euros si elles font la preuve d'une baisse de leur chiffre d'affaires de 50%. Mais combien vont-elles pouvoir résister sans travailler? Et les artistes, combien vont-ils pouvoir tenir ainsi sans se produire devant un public? Ce qui est, entre parenthèses, une des raisons d'être de ce métier. L'intermittence est maintenue, au moins pour ceux qui y avaient droit avant le début de la pandémie, et cela jusqu'à l'année prochaine. Mais pour les autres, les nouveaux, ceux qui étaient en train d'essayer de se construire un parcours d'intermittence, on va les appeler la génération sacrifiée. Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, a évoqué, suite aux déclarations de son Jupiter de président, la terrible épreuve, un euphémisme, que vivait le secteur. N'empêche, tout n'est pas fait pour rendre fluide une situation déjà compliquée. Les décisions arrivent au compte-gouttes et sont susceptibles même d'être changées avant d'être arrivées. Ainsi, certaines villes de l'agglomération, dans un premier temps hors couvre-feu, sont sur le point de le devenir. Du coup, les organisateurs de concerts, il en reste encore quelques-uns en activité, ne savent pas à quelle heure faire jouer les musiciens. Jupiter a bien dit mercredi qu'il allait étudier les moyens de reprogrammer les spectacles, à croire qu'il est en train de se préparer sa reconversion. C'est un peu compliqué de se réinventer toutes les 5 minutes. Et bon courage aux programmateurs pour construire une saison
2021-2022 dans ces conditions. Quant au festival de l'été prochain, mystère et boule de gomme. Salut, c'est Joe Kangourou pour un épisode de Caramel Mou, réalisé ce soir encore et mis en onde par Alban Pelletier. Nous en sommes déjà à la saison 32 et ce soir on parle de l'ère du temps avec Lucas Lemoff qui nous en dressera un premier inventaire. Et puis, en milieu d'émission, nous devions retrouver notre bon professeur Thibaut, mais justement, il est bloqué à la Cinémathèque où il est en train de bosser sur la future et la prochaine grille de programmation de cet endroit essentiel dans le paysage culturel toulousain. D'ici là, je recevrai Cyril Camus pour son roman Sang de bœuf, Boucher et acteur aux éditions Les Presses littéraires, occasion de se plonger avec lui dans l'univers du théâtre du Grand Guignol dans le Paris des années 20. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Une nouveauté que vous ne pourrez peut-être pas écouter partout, puisqu'il s'agit d'un inédit que nous a envoyé Serge Faubert. Il y a peu, Serge Faubert, le taulier du studio d'enregistrement de l'imprimerie à l'espace Job, a fait l'acquisition d'un micro AEAR 88 stéréo à bande. Les initiés comprendront ce langage ésotérique, les autres y trouveront sans doute source à poésie surréaliste. Et pour l'essayer, ce micro, Serge Faubert a fait appel à Bernardo Sandoval et à Pahamat Ndiaye. En résulte une session acoustique pour 2 guitares, 2 voix et un micro qui les séparait. Enregistrement sans artifice, sans recording, sans effet sonore et sans mixage. Sandoval et Pahamat, on va écouter Negrilus, un morceau de Bernardo Sandoval, écrit il y a une petite quinzaine d'années. Un morceau enregistré donc par Serge Faubert et masterisé par Laurent Marc. Merci à E4 de nous partager avec nous cet inédit. Tout de suite, Sandoval, Pahamat, Negrilus, c'est Caramel Mou et c'est tant mieux.
jawo Iberia bamba Samandinge jawo demba tile Amluwo demba Iberia baro welelo Samandinge jawo Iberia ba welen Iberia ba koro Sabaro welen du nomba Alwo Iberia Iberia baro welen Samandinge jawo Morime aje Morime alal Morime dambe Kuberia baro welelo Samandinge je Ijaro wele Mindamaturu boje Tu color Da calor Negritud Dulce luz Siento en mí tu raíz y sé que vengo de ti. Saca tu casita, camelará, la tela que llevas, saca tu casita, camelará, la tela que llevas, saca tu casita, camelará, la tela que llevas, saca tu casita, camelará. La que lleva, saca tu casita, camelará. Es la tela que lleva, saca tu casita, camelará. Telita que lleva, saca tu casita, camelará. Si que la tela que lleva, saca tu casita, camelará. Que la tela que lleva, telita que lleva, esa tela que lleva ya. Qu'est-ce que c'est? Caramel Issa, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Kangourou, pardon. Oui, toujours Caramel Mou, toujours sur campus, Joe Kangourou au micro, et ce soir je reçois Cyril Camus, bonsoir. Bonsoir. Cyril Camus, auteur d'un premier roman, paru il y a presque une petite année, mais le confinement est passé par là, le livre a eu du mal à arriver jusqu'à ce studio. Premier roman, Sang de bœuf, boucher et acteur, on en parlera un peu de ce roman, de sa forme, un peu étonnante, mais on va aussi parler de ce que vous décrivez, ce dont vous parlez, c'est-à-dire que ce roman, vous le placez dans un théâtre très particulier, avec une histoire de cette forme de théâtre qui a été assez importante, j'allais dire pendant une cinquantaine d'années, entre les années 1880 et 1930. On a appelé ça le Grand Guignol. On va un peu recontextualiser tout ça. Votre roman se passe en février 22. La Première Guerre mondiale est terminée depuis 3 ans et demi. Poincaré est de retour aux affaires depuis 1 mois et dirige le gouvernement français, tandis que la question des réparations allemandes à la France est toujours source de tension entre les deux pays. C'est dans ce contexte plutôt agité que vous situez donc l'action de Sang de bœuf, votre premier roman, une période que l'on a aussi appelée les années folles, c'est le début des années folles. C'était une période qui vous inspire particulièrement? Alors en fait, j'ai choisi la période principalement parce que en voulant écrire sur le théâtre du Grand Guignol et en me documentant dessus, il est apparu que c'était la période où il y avait les personnages les plus intéressants parmi la troupe. Et après, en creusant, j'ai trouvé d'autres aspects intéressants, donc notamment effectivement cette question des négociations. Des réparations, oui. Oui, voilà. Pour le retour de l'hôtel de Matignon, qui avant la guerre était en fait l'ambassade austro-hongroise, les négociations pour savoir à qui elles allaient le bâtiment allait revenir ensuite. Et comme j'avais ce personnage de diplomate autrichien que je voulais intégrer à la fois
justement pour lui permettre de symboliser un peu les tensions qui restaient du fait de la façon dont s'était terminée la guerre et avec le traité de Saint-Germain et tout ça, et en même temps le succès qu'avait le Grand Guignol auprès des étrangers. Voilà, du coup, ça a été une période qui était qui était faste pour votre écriture. Ouais. On va dire tout de suite, qu'est-ce que c'est ce Grand Guignol dont on parle depuis 5 minutes ? Oui, alors c'est donc un théâtre qui est ouvert en 1890, qui a fermé en 1962. Par contre, en fait, le grand âge d'or pendant lequel il a été un théâtre qui avait énormément de succès, qui était un haut lieu du tourisme et de la nuit à Paris, c'était plutôt, effectivement, comme vous disiez, entre son ouverture en 1890, donc pendant toute la période dite de la Belle Époque, et ensuite dans les années 20, dans les années folles. Et après, par contre, après la Seconde Guerre mondiale, il a commencé à péricliter jusqu'à ce qu'il ferme en 62. Et c'est un théâtre qui mettait en scène principalement des pièces d'épouvante. Alors après, ils avaient une forme un peu particulière parce que c'était des spectacles qui duraient très longtemps dans la soirée. En fait, il y avait plein de pièces et ils entrecoupaient des drames plus longs d'épouvante avec des petites comédies en un acte pour essayer de détendre l'atmosphère entre les pièces d'épouvante. Et du coup, c'était une soirée avec comme ça plein de pièces à regarder et une sorte de montagne russe émotionnelle, ce qu'ils appelaient en fait la technique de la douche écossaise. Et voilà. Et donc c'est une forme théâtrale qui a eu beaucoup de succès donc pendant une bonne 50aine d'années. Votre roman Sainte-Beuve est sous-titré Boucher et acteur. Boucher parce que une des parties de l'intrigue de votre roman, c'est l'approvisionnement que faisait le régisseur de ce théâtre-là de sang en allant aux abattoirs de la Villette. Oui, c'est ça. Ouais. Alors par contre, j'ai décidé de l'intégrer. Je ne suis pas forcément sûr et ni convaincu que ce soit à cette période que ça se soit fait. C'est une information que j'ai trouvée dans des livres documentaires, mais ils ne précisent pas la période. Je pense que c'était plutôt quelque chose qui se faisait vers le début. Ouais. Après, on a utilisé du sang synthétique, enfin, oui, voilà, un ersatz synthétique. Oui, mais ça m'intéressait d'avoir les bouchers de la Villette. Le roman avait un peu une dimension de mélanger plusieurs aspects de la culture française de ces temps-là et donc du coup, puis même en fait le Sainte-Beuve qui donne son titre au roman symbolise plein d'aspects en fait, notamment l'idée de la violence qui est fausse, qui est fictive, mais qui en même temps est liée à une violence réelle, celle qui est faite aux animaux. Et donc oui, parce que il y a quelques scènes, c'est pas l'entièreté du roman, mais il y a quelques scènes que vous décrivez dans les abattoirs qui effectivement pourraient donner envie de ne plus s'attabler devant une côte de bœuf. Oui, c'est pas faux. Ouais. C'est une forme éminemment française, ce théâtre du Grand Guignol, puisque le Grand Guignol, c'était le nom du théâtre, mais après c'est devenu le nom générique de cette forme de théâtre. On a parlé de théâtre de Grand Guignol. C'était une forme vraiment française où il y avait déjà des formes identiques dans d'autres pays. Alors, il y a eu des précurseurs, notamment le théâtre élisabétain en Angleterre est souvent pointé du doigt comme étant un des grands précurseurs sur le fait d'avoir comme ça un spectacle sanglant sur scène. Rassurez-moi, Shakespeare, c'était quand même pas du Grand Guignol. Sa pièce, j'y fais référence dedans à un moment, sa pièce Titus Andronicus, elle est complètement sanglante. Oui. Et après, le fait à la fois d'avoir ce spectacle avec un peu montagne russe, comédie et horreur, et puis le fait d'avoir des comme ça un truc qui tourne autour des pièces d'épouvante, ça a été quand même cristallisé autour de ce théâtre et ça a été quelque chose d'assez nouveau. Ça découlait un peu de traditions précédentes que ça mélangeait, comme le théâtre Ross, qui était du théâtre réaliste mais assez rugueux sur la pègre et tout ce qui est les mélodrames qu'il y avait au boulevard du crime.
Ouais. Et après, par contre, ça s'est notamment diffusé au moment où, à Londres, il y a eu un théâtre qui s'est ouvert qui s'appelait The Little Theatre, je crois, qui a été surnommé ensuite le Grand Guignol anglais. Et après, c'est une influence qui s'est diffusée un peu partout, hein, et notamment on peut la retrouver dans un peu tout le cinéma d'horreur après. Anglo-saxon. Oui, c'est vrai que quand on parle de ça, notre bon professeur Thibault n'en parlera pas ce soir puisqu'il ne sera pas là, mais il avait prévu de faire sa chronique là-dessus. La Hammer, donc maison de production anglaise qui est à l'origine des films de vampires avec Christopher Lee dans le rôle de Dracula, c'est vrai que c'est une émanation directe de ce théâtre du Grand Guignol dans lequel on voyait donc des meurtres, la guillotine en activité, puisque certaines pièces pouvaient se terminer par le guillotinage d'un des acteurs, des meurtres, des jeunes femmes qui passaient au vitriol. Enfin bon, c'était vraiment quand même un spectacle assez violent qui était le reflet de la violence de l'époque. Oui. Alors en fait, il y a une anecdote intéressante par rapport à ça, c'est que au moment où il y a eu la Première Guerre mondiale qui a éclaté, la personne qui était propriétaire à l'époque du Grand Guignol, Max Moret, pensait que le théâtre allait complètement perdre de son impact sur les spectateurs une fois qu'il y aurait eu suffisamment de carnage réel auquel les gens auraient pu avoir accès par les informations, ou de première main pour les gens qui partaient combattre. Et en fin de compte, ça n'a pas été le cas. Hein. La personne qui a repris le théâtre, Camille Choisy, qui est le directeur dans la période où se passe mon roman, a pu continuer le roman, à faire marcher le théâtre sans aucune difficulté. Mais par contre, au moment de la Seconde Guerre mondiale, après la Seconde Guerre mondiale, il y avait clairement plus d'intérêt dans le public pour ce genre de spectacle. Ouais. Alors, les analyses qui sont faites très souvent, c'est qu'il y a eu un mélange en fait de ce théâtre qui paraissait gentillet à côté de la réalité après l'Holocauste et les massacres de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. C'est pas faux. Et en même temps aussi l'influence du cinéma qui commençait aussi à faire des films d'épouvante qui sont devenus des grands classiques et qui attiraient plus le public. Et c'est vrai que là, pour le coup, l'arrivée massive du cinéma, notamment américain, mais anglais également, oui, a changé un peu les pratiques culturelles de la population à ce moment-là. Comment elles sont perçues ces pièces à l'époque? Dans votre roman, il y a un des personnages qui est un flic de la préfecture de la police de Paris, qui le voit lui comme un danger pour la République, autant par la violence que ce théâtre montre que par son côté plutôt sulfureux que les thèmes développent. C'était vu comme ça aussi par la population? Au moins par les spectateurs? Je pense que les gens étaient très partagés. Hein. Il y avait beaucoup de fascination pour tout un public qui aimait aller voir des spectacles sulfureux, justement. C'est ce qui faisait le grand succès du théâtre. Mais après, à chaque époque, il y a toujours, pour ce genre de spectacle ou pour ce genre de fiction ou d'art, des réactions un peu plus contre en fait ce genre de choses. Mais alors moi dans ce que j'ai lu, c'était pas forcément très répandu, hein, le fait de s'opposer à ce genre de spectacle. Et par contre, j'ai voulu mettre ce personnage-là plus pour faire des liens avec la culture d'aujourd'hui, en fait. Avec une période qui, dans celle que vous décrivez, ne censure pas, mais ce théâtre-là avait été censuré auparavant. Oui, tout à fait. Et même, il y avait eu une censure systématique du théâtre pendant la Première Guerre mondiale. Et vous parliez tout à l'heure du créateur de ce théâtre du Grand Guignol, Métainier, qui l'avait un peu conçu au départ comme justement une arme pour montrer les dérives de la censure. Oui, alors en tout cas, une arme contre la censure dans le sens où il la défiait en fait en faisant des pièces chocs.
qui étaient au départ donc des pièces de théâtre Ross, ce que je vous parlais tout à l'heure, du théâtre réaliste un peu dur sur la pègre, et puis qui après a dérivé vers, en se mélangeant au mélodrame, a dérivé vers quelque chose qui allait plus être ce qui plus tard deviendrait l'épouvante, quoi. Avant de parler et de rentrer un peu dans votre roman, est-ce que vous pouvez nous dire un peu les thèmes qui étaient ceux abordés par ce théâtre-là ? Alors, il y avait pas mal de thèmes sociaux liés en fait au fait que, alors c'est du théâtre d'horreur, mais du théâtre d'horreur réaliste, hein. Tout comme mon roman, c'était pas du fantastique, il n'y avait pas de surnaturel, ou très peu, très rarement. Et donc du coup, il était beaucoup question alors soit de la pègre et du crime organisé, soit de problématiques psychologiques, hein, de personnages qui souffraient de ce qu'on appellerait des psychoses aujourd'hui. Il y a notamment une pièce sur un homme qui a sans arrêt la pulsion de tuer son petit gamin, quoi. Et alors il va voir un psychiatre, et le psychiatre le rassure, et puis à la fin de la pièce, on s'aperçoit qu'il avait tort de le rassurer. Le gamin il passe, ouais, avec force hémoglobine. Oui. Il y a plusieurs pièces qui sont dans des asiles psychiatriques aussi. Il y a pas mal. Et vous parlez dans votre roman d'une pièce qui met en relation une femme blanche avec des noirs dans une colonie française, avec quelque chose que vous rapportez dans votre livre, mais que l'on comprend assez facilement quand on connaît cette période-là, d'une difficulté d'accepter que dans une pièce, il y a des relations qui puissent se passer comme ça entre une femme et des Africains, qui va se terminer par un viol, mais avec une difficulté de pouvoir voir sur scène une blanche jouer avec des Africains. Oui, tout à fait. Oui, ça avait beaucoup choqué, d'autant que en fait. Le nom de cette pièce ? C'est Le Démon Noir. Voilà, Le Démon Noir. C'était d'ailleurs une pièce qui avait été écrite par le fils de André Antoine, dramaturge et directeur de plusieurs théâtres. Du théâtre Antoine. Oui, tout à fait. Ouais. Et alors, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Donc vous en étiez. La question, c'était le côté un peu difficile à accepter de voir sur la même scène des blancs et des noirs. Oui, d'ailleurs, donc. Une des particularités en plus de cette pièce, c'était que c'était sans doute une des premières, ou la première, où les personnages noirs étaient joués par des acteurs sénégalais. Et donc effectivement, il y avait ce racisme qui était institutionnel. Institutionnel, très répandu et pas du tout mis en question dans la population. Et donc du coup, c'est vrai que cette pièce-là avait énormément choqué beaucoup de gens. Il y avait eu des libelles qui avaient été publiés alors en plus d'être racistes, du coup, étaient misogynes, puisqu'ils prenaient comme cible l'actrice Maxa, en la présentant comme une espèce de névrosée démoniaque qui va jusqu'à avoir des rapports avec des Africains. Enfin voilà. Donc voilà, donc ça c'est pour parler un peu et situer qu'est-ce qu'était ce théâtre du Grand Guignol. On écoute un peu de musique et après on se plonge dans ce roman Sang de bœuf, boucher et acteur, écrit par Cyril Camus, qui est notre invité ce soir. Mais tout de suite, un peu de musique.
Voilà, toujours en compagnie de Cyril Camus pour son roman Sang de bœuf, boucher et acteur, paru aux presses littéraires. Votre roman, donc je le disais en début d'interview, commence en février 22. Continue en février 22 voilà. Parce qu'en fait il se passe sur un week-end. Sur un week-end. Il se passait plein de choses assez folles à Paris à cette époque-là. Autour d'une soirée théâtrale qui va voir le héros dont vous parliez tout à l'heure, cet Autrichien qui est venu à Paris, de retour à Paris après un séjour qu'il avait fait avant la Première Guerre mondiale, pour participer donc à ces négociations autour de l'hôtel de Matignon qui, juste avant, était dans le siège de l'ambassade austro-hongroise, qui n'était pas encore le lieu privilégié du Premier ministre, puisque le président du Conseil, c'était lui le Premier ministre de l'époque, habitait plutôt du côté de l'Assemblée nationale. Et donc il participe à ces négociations-là, et puis il renoue avec des pratiques qu'il avait dans son passage antécédent à Paris, et notamment les soirées qu'il passait dans ce théâtre du Grand Guignol, où il allait frissonner aux pièces de théâtre qui lui étaient proposées. Apparemment, il avait un amour tout particulier pour plutôt j'allais dire les pièces gore. C'est le début du gore, ce théâtre. Va s'en suivre une crise plastique liée sans doute à l'absorption de sel de cocaïne. On ne disait pas cocaïne à l'époque, de sel de cocaïne qui avait l'air d'être un peu frelaté, qui va le faire complètement dégoupiller. Une histoire d'amour mal réglée là-dessus, et puis il pète les plombs, et à partir de là, tout le reste du roman, donc la première partie c'est à peu près un tiers du roman, la moitié du roman, la deuxième moitié, on est dans une débauche de meurtres, de têtes qui s'envolent, de litres d'hémoglobine qui sont balancés à la face du lecteur page par page. Il y avait une jubilation à décrire cette montée d'un coup de la violence, et on sent qu'elle ne peut pas se finir, cette violence, sans la mort de tous les protagonistes. Ce qui n'est pas le cas finalement. Il n'y a pas tout à fait. Pas tout à fait, il en reste quand même quelques-uns. Mais il y a une vingtaine de morts dans ce week-end magique. Non, oui, en fait, alors il y avait deux idées. D'une part, de faire une mise en abîme avec les pièces du Grand Guignol, de faire vivre aux acteurs ce que d'habitude ils jouent. Et puis l'autre idée, c'était aussi donc de construire un équilibre entre le fait de faire un pur roman historique, avec une vraie exploration de l'univers de l'époque, et en même temps un vrai roman d'horreur aussi. Aucun des deux aspects n'est un prétexte pour l'autre, ils sont vraiment importants tous les deux. Et notamment une des idées que j'avais eues pour mettre en scène cette complémentarité des deux aspects, c'était d'avoir effectivement une première partie qui est beaucoup plus axée historique, qui est une sorte presque de roman naturaliste, avec des petits côtés gothiques quand même, du fait de l'ambiance du Grand Guignol, et puis de quelques autres endroits. Et puis effectivement la deuxième partie où on est dans l'explosion sanglante permanente, en espérant que, même si c'est un peu annoncé dans la 4e de couverture, la première partie a permis au lecteur de baisser sa garde. Oui. Et c'est vrai que le premier, on ne s'y attend pas. Effectivement, on ne s'attend pas. D'abord, aussi rapide. Est-ce que c'était aussi un code de ce théâtre-là ? Là, il n'y a pas de finasserie. Vous racontez pas pendant des pages que la personne va prendre son couteau, se pose la question, j'y vais pas. Non, il prend son couteau et il taille dans le vif, quoi. C'était aussi la forme de ce théâtre-là, d'aller directement aux choses. Mais la plupart des pièces se terminent sur tout d'un coup une explosion de violence qui était mûrie parce qu'il y avait une tension, mais qui est effectivement très très éclatante d'un coup à la fin, quoi. Avec une appropriation dans votre écriture des codes de ce théâtre, ou pas du tout ? Oui, alors dans la mesure où en fait j'ai choisi donc de faire de l'horreur réaliste sans surnaturel, dans la mesure aussi où du coup, puisque je l'ai
placé à l'époque, j'ai repris des thèmes. Il y a de la guillotine, vous évoquiez la guillotine. La guillotine, effectivement, je parle des pièces qui la mettent en scène et des problèmes de censure auxquels elles ont fait face. Et après, la guillotine joue un rôle dans le roman. J'ai essayé de faire des échos permanents en fait, entre les thèmes des pièces et les thèmes du roman. Qu'est-ce qui vous plaît ? Mais par contre, il y a aussi beaucoup de choses dont je me suis inspiré qui n'appartiennent pas spécifiquement au Grand Guignol, mais à l'horreur de manière plus générale. Et notamment, une autre source d'inspiration que j'ai eue beaucoup pour la structure de la deuxième partie, puis même un peu de la première, c'est le cinéma italien et tout le genre du giallo, donc, qui est lui-même un peu l'ancêtre de ce qu'on appelle aux États-Unis le slasher. Donc tous ces films qui tournent autour d'un tueur en série. Voilà. Oui. Et Fred Thibault nous parlant assez souvent de ce style italien des années 50-60. Qu'est-ce qui vous plaît dans cet univers-là et dans cette écriture-là ? Bon, c'est votre premier roman. Vous voulez dire l'horreur ou le Grand Guignol ? L'horreur et le Grand Guignol. Alors, l'horreur, c'est quelque chose qui a trait à l'enfance. En fait, j'ai été très fan d'horreur toute ma vie, depuis les premiers films que j'ai vus quand j'étais enfant. Et depuis qu'on vous racontait Le Petit Chaperon Rouge ? Oui, sans doute, ça devait sans doute remonter un peu à ça, mais même les premiers films d'horreur que j'ai vus quand j'étais enfant m'avaient traumatisé, puis j'avais trouvé ça bien, en fait, d'être traumatisé, donc j'ai voulu continuer. Puis après, ça traumatise moins, mais ça fait toujours plaisir. Et après, sur le Grand Guignol lui-même, alors en fait, comme du coup, je suis devenu assez incollable sur pas mal d'aspects de la fiction d'horreur, mais le Grand Guignol, je connaissais pas, en fait. Il y a 6 ans, quand j'ai commencé à travailler sur ce roman, c'était un pan que je connaissais pas très bien. Depuis longtemps, je me disais, il faudra que je lise des trucs dessus, il faudra que j'essaie de trouver des pièces, etc. Et puis à un moment donné, je me suis dit que le meilleur moyen de connaître, c'était d'écrire un roman dessus, et du coup, d'être obligé de me documenter beaucoup. Il y a une tradition de ce roman-là en France. On pense à certains romans des séries noires du début des années 50, mais il y a une tradition par rapport à ce style de littérature. Alors oui, j'évoque un peu quelques précurseurs dans la littérature française à certains moments, notamment le Marquis de Sade, et puis après il y a des choses comme les Diaboliques de Barbey d'Aurevilly, je crois. Il y avait des nouvelles ou des romans fantastiques aussi, que ce soit Maupassant ou bien avant des gens comme Mérimée. Donc il y a une tradition. Après, il y a aussi tout l'univers anglo-saxon qui a beaucoup développé ça après. Et qui, Edgar Poe, c'est vrai que certaines de ses nouvelles sont aussi assez sanglantes. On pense aussi à certaines nouvelles d'Oscar Wilde qui pouvaient être aussi sur cet univers-là. C'est vrai qu'il y a cette tradition-là. Un roman, en tout cas, qui laisse assez baba sur sa deuxième partie, ça tombe vraiment comme à gravelotte, et on ne sait pas sur qui ça va tomber. Un deuxième roman, il y a un chantier ou pas, Cyril? Alors je suis sur la documentation, j'ai pas encore commencé à l'écrire, mais oui, il y a un autre projet de roman. Ouais. Sur est-ce que je vous le dis sur la Corée du Nord, et donc rien à voir, et puis c'est pas historique, même s'il pourrait y avoir un peu une dimension historique. Là je vous souhaite bonne chance pour vous documenter. Il y a plein de livres. Ah ouais, d'accord. Ouais. Pour finir avec ce roman, donc Sang de bœuf, il y a toute une partie qui est très documentée, où vous parlez du théâtre, où vous parlez des auteurs, où vous parlez d'où ils viennent. C'est aussi votre façon de construire un roman. D'abord l'asseoir sur une documentation très importante. Alors, je pense que ça vient du fait que depuis quelques années, je suis devenu assez fan de certains auteurs qui sont très comme ça encyclopédiques ou qui aiment jouer avec la culture. Lesquels ? Alors, Umberto Eco, Salman Rushdie. Je sais que mon roman préféré, en fait, depuis quelques années, depuis que je l'ai lu, c'est le manuscrit trouvé à Saragosse
de Jan Potocki, qui est un roman qui est bâti sur le fait d'avoir 38 histoires différentes enchâssées les unes dans les autres. Donc j'ai tendance à aimer comme ça une littérature un peu généreuse. Et puis au niveau de l'horreur et de l'histoire, il y a aussi un auteur qui est très comme ça et dont je suis extrêmement fan, qui est à la base un auteur de bande dessinée mais qui touche un peu à tout, et qui a écrit une bande dessinée qui serait à ranger un peu dans mes influences, qui est aussi très dense en information. Donc l'auteur c'est Alan Moore et sa bande dessinée c'est From Hell, qui est sur le Jack l'Éventreur et sur le Londres victorien. Et voilà. D'accord. Donc en attendant le deuxième sur la Corée du Sud... du Nord. Sur la Corée du Nord, oui, excusez-moi, c'est pas tout à fait la même chose. Mais vous pouvez vous faire les dents sur ce Sang de bœuf, boucher acteur de Cyril Camus, édition Les Presses littéraires, largement recommandé par la maison, pour son côté, j'allais dire exotique, parce que c'est vrai que des romans dans ce style-là, on n'en lit pas tous les jours. Merci en tout cas Cyril. Merci à vous. Camus d'être passé dans cette émission donc pour nous parler de ce roman Sang de bœuf, boucher et acteur. Et vous verrez que des bouchers, il y en a plein dans ce roman. Et merci beaucoup. La farce de l'humanité, les rats de marée, les catastrophes du JT me font marrer. La touche à la mouche, au lapin, à l'oiseau, au bébé kangourou, au petit doigt fragile. Le des torrents a inondé le monde, toutes les larmes de tous les crocodiles, toutes les larmes de tous les crocodiles, toutes les larmes. Qu'ils s'entretuent, qu'ils se battent, qu'elles soient dures ou molles. Les hommes ont la guerre au ventre et je rigole. Pas touche au canard ou au poisson volant, seigneur des forêts ou aux pigeons des villes. Je vide mon cœur et je noie vos enfants sous toutes les larmes de tous les crocodiles, toutes les larmes de tous les crocodiles, toutes les larmes. Les injustices du monde, les pions et les pionnes, à la merci de l'immonde, je m'en tamponne. Pas touche au cloporte, au singe, à la limace, pingouin magnifique à son air débile. Je tout mon saoul et je noie votre race sous toutes les larmes de tous les crocodiles, toutes les larmes de tous les crocodiles, toutes les larmes, toutes les larmes de tous les crocodiles, toutes les larmes, toutes les larmes, toutes les larmes de tous les crocodiles. Toutes les larmes, toutes les larmes de tous les crocodiles, toutes les larmes, toutes les larmes de tous les crocodiles, toutes les larmes de tous les crocodiles, toutes les larmes. Vous croyez qu'en radio ça va marcher, ça? Je crois à ce qui est dans le vent. Et vous n'avez pas du tout l'esprit station. Oui, c'est bien d'être un auteur branché, destroy, mais il y a des limites. Caramel.
Alors on vient d'écouter un extrait du dernier album d'Ember Ember, Tous les crocodiles. Ember Ember qui nous revient en quartet avec Laurent Paris aux percussions, Bruno Izarn à la guitare et Mathieu Warszawski au violon. Mathias Ember continuant à jouer et à de la contrebasse et à chanter. Dernier album, Mémoire d'un enfant de 300 000 ans, donc sorti début septembre. La suite, c'est Lucas Lemoff. Bonsoir Lucas Lemoff. Bonsoir Joe Kangourou. Première chronique de l'année et il faut dire que là vous avez été aidé avec ce qui s'est passé cette semaine. De l'année scolaire. Oui, de l'année scolaire, oui. Eh oui. Alors bon, j'ai quand même une annonce à vous faire. Ah. Alors, hier, voilà, je suis un peu embêté. Hier, dans ma boîte aux lettres, j'ai reçu un courrier assez déroutant, dont je souhaitais quand même vous faire part. Il m'a été envoyé par la rédaction de Campus. Ah. Donc je vous le lis, Monsieur Lemoff, malgré toute la confiance que notre rédaction porte à votre excellent travail, je fais que lire, dont nous persistons d'ailleurs à penser qu'il n'est pas rémunéré à la hauteur de sa qualité. Bon, ça nous en parlerons plus tard. Nous sommes dans le regret de vous annoncer, compte tenu des récentes dispositions gouvernementales liées à la propagation du coronavirus, l'annulation de votre billet d'humeur prévu ce vendredi 16 octobre dans le cadre de l'émission Caramel Mou, enregistrée en direct dans les locaux de notre station. Veuillez agréer, messieurs, nos excuses les plus plates ainsi que l'expression de notre gratitude éternelle. Bon voilà, je suis désolé de... Oh oui, moi je suis content de l'apprendre. Mon billet vient d'être annulé. Voilà, et je n'ai pas reçu la lettre. Mais voilà, je suis un peu embêté parce que je connais les recours possibles lorsqu'il s'agit d'un billet d'avion ou de train, mais je ne sais pas qu'est-ce que se passe quand c'est un billet d'humeur. Quid de l'annulation d'un billet d'humeur? Vous avez peut-être des infos? Je sais pas. Non, là je dois avouer que je suis un peu sec. Bon. Non, c'est pas vrai en fait, non, j'ai jamais reçu cette lettre. Oui, ils connaissent même pas mon adresse. Voilà, parce qu'en plus, parler de salaire, c'est eux qui font les contrats. Donc, donc effectivement, c'est avec eux qu'il faut... Donc je suis bénévole, je le rappelle quand même. Voilà. Parce que, comme quasiment tous les animateurs quasiment tout le monde. De cette émission. Donc vous me rassurez, vous avez donc trouvé mesure pour faire... en fait, voilà, pour être honnête, voilà, c'est une invention parce que pour être tout à fait honnête, je n'avais absolument aucune espèce de matière, aucune chronique digne de ce nom à vous livrer à l'antenne. Le moindre petit début de trait d'esprit raturé dans la foulée, vous voyez. Des idées enthousiastes abandonnées les unes après les autres. Moi qui suis supposé traiter l'actualité, là pour le coup, elle me perd. Je guettais désespérément mon téléphone et en espérant recevoir de votre part le coup de fil ou le message qui viendrait tout annuler. Mais non, l'émission a bien lieu et je suis en plein dedans. Comme on dit. On a simplement rajouté des masques pour faire comme tout le monde. Alors moi je l'ai enlevé par rebellitude. Et là tout de suite maintenant face à vous et face à la nécessité de vous présenter quelque chose d'un tantinet fin, censé ou au moins un peu drôle, je me sens hébété, impuissant, interdit. Voilà, c'est ça, interdit. Je me sens interdit alors que personne ne m'interdit quoi que ce soit en vérité. Et donc, puisque personne ne m'interdit quoi que ce soit, je ne peux pas me défiler, je dois m'adapter. Je dois trouver un angle malgré tout, vous pondre quelque chose d'à peu près correct, loin d'être idéal certes, mais correct. Non, je ne peux pas annuler, je dois m'adapter. Vous le savez, vous en avez parlé en ouverture, un couvre-feu a été déclaré dans 8 métropoles de 21h à 6h du matin. Il sera effectif dès ce vendredi soir minuit et Toulouse n'échappe pas à cette décision. Dans un article de La Dépêche hier intitulé « Face au couvre-feu, le monde du spectacle bien décidé à ne rien annuler », on y fait état des adaptations que les diverses structures, théâtres, salles de spectacle ont trouvées à la va-vite pour continuer à proposer la programmation prévue. Et je ne parle pas des structures qui ont tout bonnement décidé de fermer tout court. Ne rien annuler, juste adapter les horaires, pouvait-on lire. La solution étant donc d'avancer les horaires pour que les quelques spectateurs qui pourront à temps rejoindre les théâtres et les cinémas après le boulot aient le temps après le spectacle ou la séance de rejoindre leur pénate avant l'heure fatidique. Les spectacles prévus à 21h, avancés à 19, et ceux à 19, à 17. On n'annule pas, on s'adapte. Oui, mais voilà, il est bien là le problème. On n'interdit pas complètement au théâtre et au cinéma de fonctionner. Non, ce serait un symbole terrible, surtout quand les bureaux, les écoles et les universités restent ouvertes. Non, on interdit partiellement. De la même manière qu'on ne nous impose pas le port du masque entre 3h et 7h du matin, allez savoir pourquoi, on va permettre à ces structures de continuer à fonctionner tout à fait normalement, ou presque, à savoir dans les plages horaires dans lesquelles programmer un spectacle n'aurait pas ou très peu de sens. Interdire partiellement, c'est là que réside toute la sournoiserie. Quand on est sous le coup d'une interdiction totale de travailler, qu'on n'arrive pas à travailler, a priori, ça tombe sous le sens. Mais quand on est sous le coup d'une interdiction partielle, alors là, c'est plus tordu. Si on n'arrive pas à s'en sortir, c'est qu'on n'a pas su s'adapter. Quand on a demandé au comédien Richard Berry comment il allait faire pour jouer sa pièce dans les conditions particulières qu'on connaît désormais,
Il a déclaré qu'il allait jouer plus tôt parce qu'il fallait bien, selon lui, se réinventer. Le mot était lâché, se réinventer. J'avais la sensation de revenir 40 ans en arrière, à une époque où mes parents se marraient sur le sketch de Coluche à propos du nouvel homo. Vous savez, la lessive qui prétendait laver est plus blanc que blanc. Et je me disais, mais que non seulement on n'avait pas retenu la leçon depuis, mais que c'était sûrement devenu bien pire aujourd'hui. Non, Richard, on ne se réinvente pas dans ces cas-là, on subit l'incohérence et l'absurdité des choix politiques, c'est tout. Et même si on n'aimera pas aller au théâtre à 19h ou au cinéma à 8h du matin, on le fera quand même. Pas parce qu'il faudra se réinventer, mais parce qu'on ne pourra pas, même en signe de contestation, se permettre de boycotter ces nouvelles mesures. On ne pourra pas se permettre de déserter ces lieux de résistance au risque de les voir disparaître pour de bon. Je suis sincèrement désolé pour l'annulation de cette chronique. Au dernier moment, Monsieur Kangourou, je sais que ça se fait pas trop, mais bon, vous n'êtes pas sans connaître la situation sanitaire exceptionnelle que nous vivons. Et puis, que voulez-vous, il faut bien s'adapter. Voilà, et allez vous réinventer. Simplement ce que cette situation me donne comme idée, c'est que peut-être il faudrait organiser des négociations avec le MEDEF pour que on nous laisse partir 1 heure plus tôt du boulot, comme ça. Ben oui. Ouais. Et le gouvernement, quand il donne des... Mais pour aller voir des spectacles, vous êtes sûr? Peut-être. Ça paraît absurde. Peut-être. Ou le MEDEF aura bien changé. Non, vous croyez? Non, je me méprends, pardon. Le MEDEF aussi doit se réinventer. On retrouve Lucas Lemoff très vite, quand il aura fini sa chrysalise et sa réinventation. Sa réinvention. Si seulement. On en restera là. Allez. En tout cas, il y a quelques concerts qui ont lieu quand même ce week-end. Il y en a quelques-uns. Par exemple, il y a le Mystère Trio. Alors, Mystère Trio Quartet. Allez comprendre quelque chose au truc. Ils étaient 3, maintenant ils sont 4. Mais ils n'ont pas changé de nom, donc au lieu d'être Mystère Quartet, c'est Mystère Trio Quartet. Qui reviennent, ça faisait un petit moment qu'on ne les avait pas entendus. Ils reviennent dans le cadre de Jazz sur 131 à La Roque, à côté de Saint-Gaudens. Donc, c'est ce soir, concert à 21h. À partir de demain, Jazz sur 131 ne savait pas trop quels horaires avaient été choisis pour les quelques concerts qui restent. Allez voir sur leur site, ça vaudra quand même mieux. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que Jazz sur 131 se termine ce week-end avec un concert dimanche au Théâtre du Grand Rond dont nous parlerons à la fin de cette petite page concert. Fin ce week-end du festival Toulouse Les Orgues, avec notamment ce soir au Temple du Salin à 20h30 Hymne à la nuit, plongée musicale à l'orée du XXe siècle, des compositions de Karg Elert. Plus de renseignements sur toulouse-les-org.org. Gabacho Maroc, une formation bordelaise de jazz plutôt épicée qui mélange jazz et musique du Maghreb, ce soir au Métronome à partir de 20h. La première partie sera assurée par Féti Trab. Soirée goguette à l'itinéraire bis ce soir à partir de 20h. Et côté annulation, notez que le concert que la compagnie Lubat devait donner à la CAF Poésie ce soir est annulé. Idem aussi pour tous les concerts de Jazz sur 131 qui devaient se dérouler au pavillon République. Les concerts sont annulés. On pourra néanmoins les voir sur le site du département en direct sur le Facebook donc de Jazz sur 131. Et je le disais tout à l'heure, Jazz sur 131 se termine demain au Théâtre du Grand Rond avec un concert à 19h, concert maintenu, j'ai vérifié cet après-midi, du duo Choc Gazelle dont on écoute tout de suite un morceau. Choc Gazelle demain soir au Grand Rond, dimanche soir au Grand Rond à 19h. Ai mi mai, la primo.
Voilà, Choc Gazelle, duo assez récent que l'on pourra écouter donc dimanche à partir de 19h au Théâtre du Grand Rock dans le cadre de Jazz sur son 31. Choc Gazelle qui a un disque qui est fin prêt, qui devrait sortir dans pas très longtemps, mais comme des tas de disques conçus pendant le confinement ou qui devaient sortir pendant le confinement, leur sortie a été reportée et donc il y a plein de disques qui sont en attente. Il y en a un autre qui est en attente, c'est Martine, dont on a écouté un morceau tout à l'heure en plein milieu de l'interview de Cyril Camus. Martine aussi, un groupe de jazz progressif, de jazz rock, comme on disait quand j'étais jeune, qui lui aussi a un album tout prévu, mais qui n'est pas encore sur le point de sortir. Les Fanflures ont aussi un album tout prêt, mais on attend qu'ils sortent. Enfin, il y a plein comme ça d'albums qui sont en train de faire la queue pour sortir. On verra un peu quand est-ce que ça arrive. En attendant, on continuera à les écouter dans cette émission. Allez, une petite dernière pour la route. Et dans la série La vieillesse est un naufrage, eh bien, on a appris dans la semaine que John Lydon, plus connu sous le sobriquet de Johnny Rotten, ex-chanteur des Sex Pistols, soutenait la candidature Trump pour la présidentielle américaine. Comme on disait à l'époque, nos futurs. Allez, c'est là-dessus que Caramel Mou se termine. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même adresse. On aura nos masques devant le micro, mais on sera là en direct. Salut les filles. Rappelez-vous simplement que la liste, cette émission qui permet d'écouter la liste de musiciens toulousains pour raconter un peu comment il en est arrivé là où il en est, et bien la liste reprend sur les ondes de Campus mardi à partir de 18h. Salut les filles, à la semaine prochaine. Caramel. 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 Caramel.